Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors la question du réchauffement climatique et des troubles du climat a été récemment remise à l'ordre du jour avec les ouragans épouvantables. Alors l'Europe est-elle vraiment à la pointe de la lutte contre le changement climatique ou bien n'est-elle pas en train de brasser beaucoup d'air ? Alors l'Union européenne brasse beaucoup d'air, mais pour la bonne cause. Et effectivement, elle est à la pointe de la lutte contre le changement climatique depuis de nombreuses années. Elle est mobilisée pour traduire concrètement en actes ses engagements internationaux. Elle a joué un rôle de premier plan lors de la COP21 à Paris fin 2015 pour permettre l'adoption du premier accord universel sur le climat. Oui, l'Union européenne pionnière dans la lutte contre le changement climatique. Elle s'est engagée dans cette lutte dès les années 90. Puis, elle a précisé son action dans le cadre du protocole de Kyoto, qui est entré en vigueur début 2005. Ensuite, en 2009, elle a adopté un premier train de mesures, climat et énergie, fixant un objectif de réduction de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Et avant la COP21, l'Union européenne a démontré qu'elle avait réussi son pari. Aussi, en 2014, elle a adopté un nouveau cadre pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030, avec pour objectif de réduire d'au moins 40% ses émissions par rapport au niveau de 90. C'est cet objectif qui a représenté la contribution de l'Union européenne à l'accord de Paris. Donc on peut dire que le train de mesures de 2009 et le cadre sur le climat et l'énergie de 2014 s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large, la feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone à l'horizon 2050. Bon alors, il convient de préciser les objectifs et aussi les stratégies climatiques de l'Union européenne. Alors, selon cette feuille de route, établie par la Commission vers une économie à faible intensité de carbone, l'Union européenne devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Nous avons vu les deux premiers objectifs, 20% en 2020, 40% en 2030. Ils sont complétés avec un objectif de réduction à 60% en 2040 et 80% à 2050. Ainsi, cet objectif est conforme à l'engagement souscrit par les dirigeants de l'Union européenne qui doivent être réalisés par les pays développés. Il est certain que plus les mesures sont prises à un stade précoce et plus elles permettent de réaliser des économies. Sinon, ce seront des mesures beaucoup plus drastiques qui devront être prises pour atteindre ces objectifs. En outre, ce sont tous les secteurs de l'économie qui doivent contribuer à la transition énergétique en fonction bien sûr de leur potentiel technologique et économique. Alors les grands secteurs responsables des émissions en Europe, on les connaît. C'est la production d'électricité, c'est l'industrie, ce sont les bâtiments, c'est la construction et c'est l'agriculture. Donc tous ces secteurs devront prendre des mesures, même évidemment si des différences existent quant au pourcentage de réduction pouvant être atteint par chacun d'eux. On peut évoquer rapidement la situation de ces principaux secteurs. Tout d'abord, la production et la distribution d'électricité. Eh bien, c'est le secteur qui présente le potentiel de réduction le plus important. Il pourrait, à l'horizon 2050, presque totalement éliminer ses émissions de gaz à effet de serre. L'électricité pourrait en partie remplacer les combustibles fossiles dans les transports et les systèmes de chauffage. Cette électricité sera produite, bien évidemment, majoritairement à partir de sources d'énergie renouvelables telles que le vent, la biomasse ou le soleil. Bon, il restera bien sûr quelques centrales à combustible fossile, mais celles-ci seront à faible émission car elles auront pu intégrer les technologies permettant le captage et le stockage du carbone. Le domaine des transports, lui, sera un peu plus en arrière, si on peut dire. Il pourrait atteindre plus de 60% d'ici à 2050. Alors les progrès vont concerner d'abord, évidemment, le parc très important de moteurs essence et diesel qui vont devenir plus économes en carburant. Puis, les véhicules hybrides et électriques prendront le relais de façon à accentuer cette réduction des émissions. Et enfin, les biocarburants seront plutôt utilisés dans l'aviation et le fret routier. Les bâtiments, quant à eux, logements, bureaux, pourraient atteindre un niveau de réduction important aussi, près de 90% en 2050. Alors cette performance sera possible grâce à l'utilisation de technologies passives pour les bâtiments neufs, grâce à la rénovation de bâtiments anciens, grâce au remplacement des énergies fossiles par l'électricité et les énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. L'industrie également atteindra son objectif de 80% d'ici à 2050.
Les technologies utilisées, comme pour les moteurs, seront plus économes en énergie. Et à partir de 2035, les technologies de captage et de stockage du carbone pourront être appliquées aux secteurs les plus énergivores, comme les cimenteries ou la sidérurgie. Ce qui devrait bien sûr accélérer le volume des réductions. Alors l'agriculture, paradoxalement, au fur et à mesure que les autres secteurs réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, voit, elle, sa part augmenter dans les émissions totales de l'Union européenne. Et cet accroissement est aussi corrélé à l'augmentation de la demande alimentaire mondiale. Néanmoins, des réductions seront possibles. Elles concernent les émissions produites par les engrais, le bétail, le lisier, et le secteur de l'utilisation des terres et de la sylviculture seront également mis à contribution. Une proposition de la Commission a d'ailleurs été adoptée en ce sens. On peut aussi remarquer que des changements de consommation au profit de régimes alimentaires plus riches en légumes et plus pauvres en viande pourraient permettre de contribuer également à réduire les émissions. Enfin, il ne faut pas oublier non plus l'aide de l'Union européenne aux pays vulnérables pour leur permettre de faire face au changement climatique. Sur la période 2014-2020, l'Union mobilisera 14 milliards d'euros. Donc, en conclusion, on peut dire que cet ensemble nécessite cependant des investissements très importants. L'Union européenne a décidé de consacrer d'ores et déjà 20% de son budget 2014-2020 à l'action climatique. Elle prévoit également des investissements annuels moyens de l'ordre de 1,5% de son PIB au cours des 4 prochaines décennies. Donc toutes ces mesures visent à renforcer le rôle de chef de file de l'Union européenne à la transition vers une énergie propre. Elles stimuleront bien évidemment l'activité grâce au développement des technologies nouvelles. Elles aideront l'Europe à réduire son utilisation de ressources essentielles telles que l'eau ou la terre. Elles permettront une moindre dépendance en énergie fossile, réduisant d'autant la facture des importations. Et enfin, grâce à la réduction concomitante de la pollution atmosphérique, elles seront bénéfiques pour la santé, tout simplement.